stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de la Beneamata pour une nouvelle formule, un nouveau numéro de la Radio Libre, le format où vous, la communauté interiste à francophone, avez directement la parole. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin de ce mois de mars, L'Inter est encore engagé sur toutes les compositions dans lesquelles elle peut encore exister. Ça nous promet donc beaucoup d'actualités et beaucoup d'informations à traiter toutes et tous ensemble pour ce sprint de fin de saison, puisque nous venons de terminer la première trêve internationale de 2025. Désormais, les équipes, notamment l'Inter, vont devoir disputer toutes leurs dernières échéances avant le coup de sifflet final de cet exercice 2024-2025. Avec moi, pour pouvoir parler de tout ça, comme d'habitude, les membres de la team Beneamata, notamment Lorenzo, sont parmi nous en ce 26 mars 2025. Comment vas-tu Lorenzo? J'espère que tu m'entends bien. Buonasera a tutti, moi je vais très bien et honnêtement, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et toi, comment tu vas, Goual? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. On a des choses à se dire, il y a pas mal d'actualités concernant l'Inter, globalement assez positives dernièrement. Donc on va pouvoir occuper cette heure et demie comme chaque mois maintenant avec beaucoup de qualité on espère et avec également beaucoup de présence puisque vous le savez, c'est aussi un format qui vous est directement destiné. L'objectif étant de pouvoir interagir avec vous directement depuis le canal Twitch de la Beneamata où nous nous retrouvons actuellement. Donc on vous attend comme d'habitude nombreuses et nombreux sur le chat, mais aussi pourquoi pas sur le canal Discord, puisque vous pouvez participer en direct avec nous, échanger, contester peut-être notre avis, que ça soit à moi ou à Lorenzo pour le coup aujourd'hui. Pour cela, vous voyez les différentes étapes pour participer aux émissions en direct. Vous rejoignez d'abord le serveur Discord de la Beneamata, dont le lien d'accès est directement affiché dans le chat épinglé sur Twitch, donc n'hésitez pas, vous le rejoignez, vous vous connectez dans le salon vocal Radio Libre, et puis vous attendez tout simplement que la magie se fasse, et que vous puissiez monter en direct, donc n'hésitez pas encore une fois, ça vous est directement dédié. Au programme aujourd'hui, Lorenzo, est-ce que tu as une petite idée de ce sur quoi nous pourrions revenir ? Oh, moi je pense qu'on va beaucoup parler de ce qui va se passer lors de la double confrontation avec le Bayern. Est-ce que ce serait pas ce qui t'intéresse le plus sur les prochaines semaines ? Ah, en vrai, je dois avouer que la deuxième question sur est-ce que l'Inter, si l'Inter gagne un titre, ne gagne pas de titre, pardon, c'est une saison à échec, m'a un peu piqué la curiosité parce que j'avoue que j'avais pas pensé. Bon, Lorenzo n'a pas adhéré à mon jeu d'acteur, puisque bien évidemment, il est au courant, étant de la team, de ce qui va être au programme, au menu de cette fin d'après-midi. Vous le voyez s'afficher juste à ma droite, avec comme d'habitude les 3 thèmes qui vont occuper les prochaines 90 minutes, à l'image d'un match de foot. On fait demi-temps, 3 pour le coup, 3 tiers-temps, appelez ça comme vous voulez, mais dans tous les cas, ils seront tous très bien chargés, très bien fournis, avec pour commencer la plus grosse échéance qui attend les Interistes d'ici quelques semaines, quelques jours même, ce sera les quarts de finale de Ligue des Champions, avec un affrontement historique face au Bayern Munich. On aura l'occasion donc de faire une sorte de preview concernant ces quarts de finale. L'aller sera du côté de l'Allemagne le 8 avril, le retour sera la semaine d'après, le mercredi, à Milan. Donc on va en parler toutes et tous ensemble. Ensuite, pour continuer, pour enchaîner sur ce beau programme, un sujet qui peut être perçu d'une manière un petit peu provocatrice, mais il peut être intéressant avant de commencer ce sprint final de l'exercice 2024-2025. La question va être de savoir si l'Inter ne réalise aucun succès cette saison en termes de trophées, si cela pouvait s'apparenter à un échec, parce que oui, l'Inter est encore engagée dans toutes les compétitions, mais elle n'a pas l'assurance, la certitude de les remporter, ne serait-ce qu'une. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce que vous en pensez, et si on peut voir, entre guillemets, soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Pour terminer en douceur, en légèreté, avec un petit peu d'irréaliste, de surréaliste, parce que ce ne sont que des rumeurs,
mais vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez notamment la Nazionale, que la rumeur Donnarumma à l'Inter a repris un petit peu d'ampleur dernièrement. Donc on s'interrogera éventuellement sur la pertinence de ce choix, de ce transfert, encore une fois au subjonctif, et pourquoi pas aussi essayer de se projeter pour savoir ce que pourrait apparaître et ce que pourrait apporter l'actuel gardien du Paris Saint-Germain du côté de l'Inter. Voilà pour le programme, on va encore une fois essayer de parler de tout et de rien, ça va être assez intéressant. Je rappelle que vous pouvez participer à la discussion en direct directement sur le serveur Discord, alors n'hésitez pas à le rejoindre. Et nous, je pense que Lorenzo, on va pouvoir commencer tranquillement à se plonger dans ce premier débat, ma foi, fort appétissant et fort intéressant. Avant ça, je remercie Waldy qui vient de s'abonner, de follow la chaîne Twitch pour être tout à fait exact. Merci à toi, tu es le 25e, petite communauté qui continue de s'agrandir. Bien évidemment, je ne le répète pas assez, mais n'hésitez pas à soutenir la Benehamata, que ça soit sur Twitch ou sur les autres réseaux que vous voyez défiler juste au-dessus, là, au niveau de mon doigt. C'est gratuit et ça permet de lui donner plus de visibilité sur ses différents canaux. Voilà, moi j'ai pu faire ma petite introduction. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle n'a pas été trop bourrative et que vous êtes quand même affamé de ce qui va arriver juste après. T'es bon pour toi, Lorenzo? On y va comme ça? Bah c'est bon pour moi, et puis on a un petit Antoine qui vient de s'immiscer dans le groupe Ah, dans la Antoine, petite Antoine qui, conversation. qui, qui, qui se joint à nous pour ce débat, ce premier débat, en l'occurrence celui du Bayern. Comment tu vas, Antoine? J'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué. Ouais, bah, je me suis bien reposé cet après-midi. J'ai un petit peu resté pour parler du Bayern. Ça va être un sujet bien intéressant, je pense. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Surtout que cette confrontation et même cet affrontement, historiquement parlant, il revêt quelque chose de particulier, surtout du côté des tifosi interisti, puisque les souvenirs sont globalement bons. Les deux équipes s'étaient quittées en phase de Ligue des Champions, enfin en phase de poule de Ligue des Champions en 2022-2023, mais sinon avant, il fallait remonter au début des années 2010 pour voir des affrontements entre ces deux grosses écuries européennes. On passe directement d'ailleurs sans transition à ce premier thème, entre l'Inter et le Bayern, l'un des quarts de finale, si ce n'est le quart de finale le plus indécis de cette édition de la Ligue des Champions 2024-2025. Après avoir disposé du Feyenoord, l'Inter est désormais confronté à un gros morceau de cette édition, avec en quart de finale le Bayern Munich, dont le stade d'ailleurs accueillera la finale de cette édition 2024-2025. Les deux équipes vont se retrouver le mois prochain, début avril et milieu avril, pour les 10e et 11e fois dans leur histoire, toutes compétitions confondues. La première fois, comme je l'ai dit, depuis 2022-2023. Moi, avant d'aller plus loin, les gars, parce que comme je l'ai dit, c'est une affiche qui revêt une certaine importance dans l'échiquier européen, j'aimerais vous poser cette question assez simple en apparence, mais qui peut, je pense, créer un petit peu de débat. Si je vous dis Inter-Bayern, quel est le premier souvenir, sans forcément parler d'un match? Ça peut être un fait de match, ça peut être une actualité, ça peut être une action si on parle du jeu, mais quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Parce que je pense qu'on n'est pas tous et tous sur le même piédestal, entre guillemets, par rapport à cette question, et surtout, il y a quelque chose qui prédomine, hein, forcément, comme souvenir. N'hésitez pas, Oh, n'hésite pas, ouais. c'est moi qui. Bah, moi, la finale de Ligue des Champions, directement, hein. Ouais, tu vois, c'est la chose évidente. Mais il y a eu quand même d'autres choses hein, entre ces deux clubs. Moi, par exemple, avant de laisser Antoine enchaîner et qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, j'ai plus en mémoire le tac de Rano qui a à l'Alliance lors du Bon, huitième de finale Naples. retour. J'allais parler de ça. Le sauvetage, le tacle de Ranocchia. Moi, j'allais parler de cette action-là. Ah, moi aussi. Alors que pourtant, c'est vrai que la finale de Ligue des Champions, elle résonne comme un élément marquant, comme peut-être l'élément marquant du 21e siècle côté Inter. Mais c'est vrai que ce geste-là, et même ce match-là plus globalement, avait été fantastique, hein, avec une victoire 3-2 de l'Inter à l'époque. Ils s'y sont retournés en 2022-2023, ça n'a pas été aussi positif, mais le contexte des deux équipes n'était évidemment pas aussi le même, il faut bien le préciser. Pour rentrer un petit peu plus en détail dans le thème et ce quart de finale qui se profile, l'idée c'était d'abord de savoir, vous, globalement, ce que vous pensiez un petit peu de cette confrontation. Que ça soit du point de vue de l'Inter, mais aussi possiblement du point de vue du Bayern. Est-ce que vous décelez une certaine dynamique, un certain rapport de force? Est-ce que vous voyez une équipe éventuellement favorite? Toi, Antoine, dis-moi un petit peu comment tu abordes ce match qui sera donné dans quelques jours, le coup d'envoi.
Bah alors c'est assez spécial parce que côté Inter, les... la plupart des blessés devraient être revenus, a priori. Il n'y a pas de mésaventure d'ici là. Bah, on devrait pouvoir être en position d'aligner notre 11 type, là où côté Bayern, il y a des sacrés absents. Upamecano, Davies, certainement Neuer. Et Mais plus, je hein. mettrais quand Il même... y en a d'autres. Hein. Pavlovic pourrait être absent, Kingsley Coman, peut-être des joueurs un peu Ah moins ouais. importants, mais ça reste dans un effectif et une équipe aussi compétitive des poids à négocier, quoi. Des poids à négocier. D'ailleurs, Mais Waldy le dit dans le chat. le gros point sur lequel je vais mettre une vigilance côté Inter, c'est Musiala. Je pense que c'est un joueur qui peut poser vraiment beaucoup de difficultés à l'Inter. Toi, Lorenzo, est-ce que tu rejoindrais l'analyse première d'Antoine, à savoir qu'il y a des joueurs avant tout à surveiller? Est-ce que tu vois l'Inter partir avec un certain avantage, peut-être du fait des blessures? Quelle est ta première impression? Pour moi, ma première impression, c'est que oui, le Bayern va avoir beaucoup de blessés. Des blessés en plus importants, parce qu'on Neuer, même s'il a plus le niveau d'antan, en termes de leader, ça reste un homme fort du Bayern de Munich. Tu perds Davis, pardon, Upamecano, on en parlait, il y avait Plavovic, désolé pour le nom, Plavovic, et je crois que tu en as d'autres qui sont encore en cours, genre il y en a un, je crois qu'on ne sait pas trop à propos de lui. Mais pour moi, ça va être une rencontre qui va être intéressante tactiquement. Parce que moi, Compagnie, en fait, j'ai mon avis dessus, c'est que c'est un entraîneur qui parfois arrive à faire jouer son Bayern et parfois qui arrive pas du tout. C'est assez mitigé le Bayern, mais moi j'ai hâte de voir vraiment cette confrontation qui est historique hein, entre les deux équipes. Je pense que vraiment le Bayern n'aurait pas voulu tomber aussitôt sur l'Inter. Et nous, je pense qu'on aurait peut-être voulu un peu plus tranquille, mais de tels matchs en Ligue des Champions, ça se savoure et ça se profite. Et franchement, d'avoir le droit à une telle rencontre aussitôt, j'en suis vraiment ravi. Bah, ça va être la probable, si qualification il y a, première étape d'une longue aventure du côté de l'Inter, puisque entre ton huitième de finale, avec tout le respect évidemment face à Feyenoord, et là, des équipes comme le Bayern, derrière tu peux affronter éventuellement le Barça ou le Borussia Dortmund, et si finale il y a, tu irais disputer ta quatrième coupe dans ton histoire face à des équipes comme le Real ou Paris Saint-Germain quand on connaît leur forme dernière, ça va être un véritable parcours du combattant et ça peut s'apparenter à un premier test face à une équipe, le Bayern, vous le voyez sur le petit affichage que je vous ai dévoilé juste à droite, reste évidemment un mastodonte à l'échelle de l'Allemagne et aussi de la Ligue des Champions, puisqu'elle l'a remporté de nombreuses fois déjà. Cette saison, avec Vincent Compagnie, Lorenzo a souligné un point important, c'est peut-être, sans parler d'irrégularité, mais les deux visages que peuvent présenter ce 11 bavarois. On voit qu'ils dominent quand même largement leur championnat après avoir été délogés par le Bayer Leverkusen la saison dernière. 62 points, seulement 2 défaites cette saison en championnat, dont une dernièrement face à Bochum. À noter que c'est la meilleure attaque, mais aussi la meilleure défense de son championnat. La Ligue des Champions avait été un petit peu plus compliquée. Peut-être aussi le temps pour un jeune coach d'appréhender un petit peu ce genre de rendez-vous et de découvrir cette nouvelle formule. Le Barça avait notamment surpassé cette équipe du Bayern, mais au-delà de ça, il y avait eu 2 autres défaites pour les hommes de Vincent Compagnie, même si on se rappelle aussi en ouverture de ce score cinglant face au Dynamo Zagreb, ils avaient encore une fois alterné le très bon et le moins bon, mais ça leur avait permis de se qualifier au minimum pour les barrages auxquels ils ont éliminé, durant lesquels ils ont éliminé le Celtic Glasgow, avant, lors des huitièmes de finale, de faire très grosse impression face au Bayer Leverkusen, un choc 100% allemand, où il faut dire que le Bayern n'avait pas forcément l'appui du grand public, des observateurs du foot. Beaucoup voyaient les Leverkusen passer et ça a été une véritable démonstration sur l'ensemble des deux matchs. Score final cumulé 5-0. Donc c'est clair qu'ils se proposent à l'Inter avec un statut quand même plus qu'outsider dans cette Ligue des Champions. Ils ont aussi l'ambition d'aller la chercher à domicile, c'est pas anodin. Donc il va falloir être très concentré pour l'Inter. Mais il y a un point que vous n'avez pas souligné, les gars, qui peut être très important, c'est d'abord le fait de recevoir le retour. L'Inter se déplace à l'Alliance le 8 avril, je l'ai dit, et si mes calculs sont bons, reçoit le Bayern le 16 avril, donc le mercredi. Est-ce que cela peut représenter un impact important, un véritable avantage, ou pour vous ça reste anecdotique à partir du moment où le but à l'extérieur n'a plus autant d'importance?
En fait, moi je pense pas que ce soit fort à ce point-là, parce que moi je me rappelle, tu vois, de la dernière confrontation où vraiment, pas les deux 2-0, mais il y a vraiment, avec le sauvetage de Ranocchia, l'Inter perd à Milan et va chercher sa qualification au Bayern de Munich 3-2. Et comme tu disais, à l'époque, il y avait les buts comptés double à l'extérieur. Et vu qu'on en avait placé 3 au Bayern de Munich, voilà. Non, en fait, moi je pense que les deux matchs, même si le Bayern de Munich à domicile, moi je pense que c'est une machine. Elle est très compliquée à aller chercher sur son terrain. Par contre, à l'extérieur, elle est un peu plus friable et on peut peut-être aller chercher quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est un match de Ligue des Champions et l'importance est énorme, surtout pour le Bayern qui va, je rappelle aussi, comme tu l'as dit avant également, jouer la finale de Ligue des Champions dans son stade. Donc elle a une pression supplémentaire. Et moi, c'est peut-être là où peut-être que cette équipe du Bayern, elle n'y arrive pas cette saison, c'est qu'ils ont cette pression supplémentaire et c'est peut-être pour cette raison-là que il y a des matchs où ils sont vraiment à demi-teinte en Ligue des Champions. Moi, je crois pas au fait que Compagnie, ça soit un jeune coach. C'est que je pense que la saison dernière, de ne gagner aucun titre leur a quand même fait un peu de mal à l'ego parce que tu avais des joueurs qui ont connu des sommets à des moments qui étaient à un niveau énorme et qui, la saison dernière, se font rattraper. T'as Harry Kane qui vient pour une certaine somme au Bayern de Munich pour enfin gagner son premier titre qui ne le gagne pas. Le chat noir. Le fameux chat noir. Donc peut-être que tu as cette pression de cette finale de Ligue des Champions qui va jouer chez toi, d'en même temps de devoir enfin gagner, de te rattraper de la saison dernière qui a été décevante, et c'est à toi de corriger le tir. Et toi, Donc je justement, demande, Antoine, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai beaucoup aimé ton argument sur la pression. C'est quelque chose que j'avais noté parce que si on regarde un petit peu les codes pour se faire un avis, au niveau de la qualification, c'est assez serré. Est-ce que toi, Antoine, maintenant pour se mettre du point de vue de l'Inter cette fois-ci, on sait que, c'est mon avis du moins, l'Inter a quand même cette sensation à être plus à l'aise lorsque la pression est sur les épaules de l'adversaire. Est-ce que tu penses, Ouais, je suis toi, que c'est un véritable avantage? Est-ce que tu penses déjà que l'Inter est l'outsider de cette double confrontation? Alors attention, outsider, toute proportion gardée, les choses vont être assez serrées. je dirais pas vraiment qu'il y a un outsider. Je dirais que on est peut-être sur du 50-50, du 55-45. Mais il y a un autre petit point qui pourrait mettre la pression du côté de l'Inter qu'on n'a pas forcément évoqué. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas vu l'Inter en phase à élimination directe jouer un vrai gros et l'éliminer. Et ça, je pense que c'est un petit point qui va commencer un petit peu à travailler sur l'Inter. Et c'est sur ça que j'attends. Parce que j'aimerais bien les voir vraiment prendre un gros en phase à élimination directe et avoir cette étape de l'éliminer. Parce que l'an dernier, c'est pas passé contre l'Atlético. Il y a 2 ans, on a eu un parcours assez favorable sans jouer de gros clubs européens, on va pas se le cacher. Parce que le Milan de Pioli, on a eu tendance à leur rouler dessus assez facilement. Puis il y a 2 ans, il y a encore 3 ans, c'était Liverpool, où c'est pas passé, mais de grand chose non plus, quoi. Donc moi, c'est vraiment sur ça que j'attends l'Inter, c'est cette capacité, à aller en phase à élimination directe face à un gros club européen et à le sortir. Après, il faut dire quand même que les derniers tests ont été plutôt encourageants. Quand tu t'es retrouvé face à des énormes formations, j'ai comme souvenir Liverpool, le Real Madrid, tu as surtout et toujours réussi à leur poser des problèmes, à les mettre en difficulté, et ça s'est rarement joué avec un écart important. C'est ça. Mais là, j'attends vraiment ce petit step-up pour dire, cette fois, on est capable de les éliminer. C'est là que j'attends beaucoup l'Inter et qu'il y a peut-être cette pression qui a peut-être commencé à venir sur eux. Bah, en parlant de mastodonte, pour vous donner un ordre d'idée, alors j'enfonce une porte ouverte, je pense que tout le monde connaît ici l'importance du Bayern dans le football européen, mais depuis 2010, depuis la finale de Ligue des Champions, le Bayern n'a pas passé les huitièmes de finale que 2 fois. Sinon, ils sont toujours au minimum allés en quart de finale, à l'image des 3 dernières saisons où ils se sont fait à chaque fois éliminer en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y a eu City, il y a eu Villarreal. Ma mémoire me joue peut-être des tours, mais voilà, tout ça pour dire que oui, c'est évidemment un sacré morceau, comme je l'ai dit, qui attend l'Inter.
Pour enchaîner un petit peu, les gars, pour parler un petit peu plus peut-être tactique, parce qu'on parle légèrement du contexte autour de la maison bavaroise depuis tout à l'heure, mais si on regarde un petit peu le contenu proposé par les hommes de Vincent Kompany, j'ai parlé, et comme je l'ai affiché à droite, de leur capacité offensive, qui constitue bien évidemment leur atout premier. Mais toi, Lorenzo, dans ce registre offensif, dans cette production offensive massive du Bayern, qu'une formation qui va venir te chercher très haut avec un gros pressing, un peu comme ce que la Nationale a dû endurer face à l'Allemagne, hein, pour faire un petit peu le lapsus révélateur entre le football de club et le football de sélection. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement poser problème à l'Inter parce que quand on parle de pressing, on sait que l'Inter est une formation qui aime justement contrer un petit peu cette pression sur le porteur de balle avec des relances techniquement très propres. Est-ce que tu penses quand même que ça peut éventuellement faire vaciller l'esprit d'Inzaghi concernant l'approche notamment de ce match aller à l'extérieur? Non, je pense que Inzaghi il a son plan en tête. Il a déjà son plan en tête. Je pense qu'il l'avait même dès qu'il a vu qu'il pouvait jouer soit le Bayern de Munich, soit le Bayern Leverkusen. Qui savait très bien comment jouer pour contrer cette équipe du Bayern. Après, c'est sûr que euh, faut voir comment vont être certains joueurs qui vont quand même revenir de blessures. Moi, j'attends de voir comment va se remettre Di Marco, par exemple. Voir si pour les matchs face à cette équipe du Bayern, il sera vraiment à 100% de ses capacités. Voir comment sera Lautaro et Thuram également. Pour moi, les indécisions elles sont plutôt, tu vois, dans notre camp, où je sais pas comment les joueurs vont être vraiment physiquement, tu vois. Parce que ces derniers temps, moi j'avais un peu peur que le physique tienne pas forcément, sachant qu'en plus certains vont revenir de sélection nationale, même si tous ne sont pas allés, heureusement. Après, tu prends l'Italie-Allemagne en comparaison, bah au moins Inzaghi, il sait ce qui lui attend. Il sait que ça sera à peu près ce style de jeu qu'il va l'attendre. Euh, Ça va continuer à le faire travailler et moi je m'inquiète pas parce que en termes de relance, je pense qu'on est l'une des meilleures équipes au monde à savoir contrer ce genre de blocs hauts qui vont te presser jusqu'à ton gardien. Tu rejoins un petit peu cette idée, Antoine? À savoir que l'Inter doit avant tout gérer ses propres forces plutôt que de se baser sur ce qui se passera en face? L'aspect physique ne m'inquiète moins pour mon côté, parce que j'ai comme la sensation que la trêve, elle est tombée au bon moment. C'est vrai. Parce que là, en retour de trêve, on va déjà retrouver 3 joueurs. On a un Thuram qui, a priori, s'est vraiment remis de sa blessure pendant la trêve. Bah, le On fait a que un l'équipe de Taremi. France l'ait libéré lui a fait beaucoup de bien, hein. Il a pu vraiment travailler C'est ça. en Il profondeur y a des sur joueurs qui n'ont son pas joué problème. pendant 2 semaines C'est dans vrai. ce style-là. Et ça les repose. On a un Taremi qui a mis un beau but et qui, espérons, bah, ça va lui donner de la confiance. Mais côté Bayern, bah, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a un joueur que je pense qui a vraiment des capacités qui peuvent faire mal à l'Inter, hein. C'est Musiala. Après, si Mais c'était le c'est ce seul, que je redoute le plus. si c'était le seul, parce que je l'ai aussi notifié dans le dernier point du petit diaporama affiché à l'écran pour les personnes qui nous écoutent en direct sur Twitch, il n'y a pas qu'un homme à surveiller côté Bayern. C'est une équipe pétrie de talent malgré les absents. J'ai notamment évoqué la liste des hommes forts. Alors, pourquoi je n'ai pas mentionné certains comme Dayot Upamecano ou Manuel Neuer? Parce qu'ils sont blessés pour le match aller et peut-être même pour la double confrontation. Donc je me base sur les éléments qui pourraient être alignés par Vincent Kompany le 8 avril à l'Allianz Arena sur le quart de finale aller, avec notamment l'ancien napolitain Kim Min-jae. Bon, on en reparlera après parce qu'il peut symboliser l'une des failles de ce Bayern-là, puisqu'elle n'a pas que des qualités, bien évidemment, comme l'Inter et comme toutes les autres équipes. Il faut bien évidemment aussi mentionner le capitaine de la Nationalmannschaft, Joshua Kimmich, qui a écœuré les Italiens cette semaine avec 2 prestations de très haute volée. Jamal Musiala, tu en as parlé. Ne pas négliger aussi, comme Lorenzo l'a souligné devant, l'impact que peut avoir un Harry Kane qui affole les compteurs, hein. Cette saison, on n'en parle pas trop, mais dans la lignée de ses saisons précédentes, Harry Kane, c'est déjà plus de 30 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Si tu y ajoutes ces 11 passes décisives, c'est clairement cette animation offensive du côté du Bayern qui va devoir faire la différence à l'Inter pour espérer une qualification. Le Bayern d'ailleurs qui domine toutes les statistiques offensives de son championnat et une grande partie des statistiques offensives de la Ligue des Champions depuis le début de saison. Donc c'est pour dire vraiment ce sur quoi le Bayern doit s'appuyer pour gagner, mais en face aussi, et là j'ai envie de parler un petit peu de l'Inter parce qu'on est là avant tout pour ça,
est-ce que la meilleure attaque de l'Inter, c'est pas la défense? En Ligue des Champions, l'Inter n'a encaissé que 2 buts cette saison. Ça en fait le meilleur total de cette édition. Et on sait très bien qu'en Ligue des Champions, c'est l'équipe qui fait la moins d'erreurs qui va plus loin. Donc est-ce que, en termes de maturité, Antoine, tu penses pas que cette Inter, elle a l'avantage sur ce Bayern un petit peu, pas new look, parce qu'on sait qu'il y a une identité qui se dégage de cette équipe, mais sous la houlette de Vincent Kompany, on peut avoir une approche tactique un peu plus poussée qui peut parfois mener à leur perte. Si, c'est un gros avantage, hein. Cette statistique de 2 buts encaissés, elle est juste incroyable, hein. Et le contexte des À deux ce buts, hein. stade-là de la à ce stade-là de la compétition, je sais pas si c'est déjà arrivé souvent qu'une équipe vienne en quart avec que 2 buts d'encaissés. Autre fait important à noter, c'est qu'on a quand même 2 ex du Bayern dans notre équipe qui peuvent potentiellement connaître un peu le contexte, le déplacement déjà là-bas, à Munich. Ça peut être aussi un très bon avantage. Et on a aussi un Thuram qui connaît aussi très bien le Bayern via sa carrière dans le championnat allemand, quoi. Après, c'est quand même, et je le répète, un Bayern un petit peu différent avec Vincent Kompany, même s'il faut le dire, avec l'arrivée du coach belge, on a retrouvé, chose qui n'était pas le cas la saison dernière notamment, cette idée de rouleau compresseur. Le Bayern, incarné notamment par sa musique du French Cancan à l'Allianz Arena lorsqu'il marque un but, elle est vraiment symbolisée comme un tank qui écrase tout sur son passage, avec cette mentalité très allemande de marquer un but de plus que l'adversaire. Alors que de l'autre côté, l'Inter est peut-être une équipe un petit peu plus rationnelle qui va pouvoir aussi appuyer sur les limites de ce Bayern. J'en ai relevé quelques-unes, Lorenzo, je vais te lancer là-dessus pour avoir ton avis. Étant donné que c'est une équipe qui se livre très 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 haut sur le terrain, il y aura forcément des coups à jouer dans la verticalité pour l'Inter. Est-ce que ça peut représenter ça aussi une piste de réflexion concernant l'approche du match quand on sait que l'Inter, bien qu'elle soit capable de manier les différents registres de jeu maintenant, est quand même beaucoup plus à l'aise lorsque ça va vite vers l'avant? Bah oui, clairement, pour moi, c'est un avantage parce que, en fait, le problème de son Bayern, moi, je trouve, la stat même si les meilleures défenses en Bundesliga, elle est un peu fausse en Ligue des Champions parce que c'est une équipe qui, en Ligue des Champions, qui a pris beaucoup de buts quand même, hein. 12 Donc, quand tu vois, en phase de ligue. quand, en phase de Ligue, même si elle en prend pas en huitième de finale face à Leverkusen, même si Leverkusen, je veux pas être méchant, mais Xabi Alonso se plante totalement tactiquement en mettant son deuxième gardien en plus lors du huitième aller. J'ai pas compris son choix, mais bon, après, un jour peut-être il les expliquera. Mais pour moi, cette équipe du Bayern, quand tu vois que même face à Celtic, elle a eu des complications, pour moi, tu peux quand même aller les chercher. Tu peux les mettre en doute et tu es capable, avec ton équipe et ton jeu, d'aller chercher leur point faible, qui pour moi c'est défensivement, et parfois un peu au milieu de terrain où ils ont une petite fracture avec la défense, où quand ils vont trop vers l'avant, la défense, elle sait pas si elle doit rester derrière pour assurer ou être devant pour apporter aussi du soutien. Et cette fracture, l'Inter va devoir réussir à la jouer parfaitement. Et c'est là où l'Inter, pour moi, est l'équipe que je pense que le Bayern ne voulait pas avoir, c'est que c'est une équipe qui est capable de bien défendre. Harry Kane, attention, il n'y a pas Cherby qui va venir s'occuper de toi d'ailleurs, mais pour moi, eh, il va finir dans la poche de Cherby, moi j'en suis persuadé. Mais il va falloir Comme que chaque l'Inter neuf, joue sur... T'allais dire quoi, Antoine? comme chaque grand neuf qui joue à Cherby, Ouais, en généralement, général, il les tient très bien. il les tient vraiment très bien. Vous pouvez demander à Haaland, hein, il en rigolait l'autre fois avec Cherby, hein. Alors, l'autre fois, c'était il y a longtemps quand même, hein. C'était il y a quelques mois déjà. Ouais, Mais il y a bon. quelques mois, vous avez compris le truc. Ouais, Ça a relancé le débat cas national, hein. ouais, c'est Est-ce vrai. qu'il faut convoquer, est-ce qu'il faut convoquer Cherby pour tenir Haaland? C'est dire, Bref, en on espérant revient. qu'il ne plonge pas physiquement. Parce qu'on sait que c'est sa seule peut-être limite, c'est qu'il ait des petits pépins, même s'il revient bien dernièrement, et il sera logiquement de la partie. Comme le disait Lorenzo, c'est vrai que l'Inter semble en fait être vraiment l'antagoniste un petit peu du Bayern. Alors je grossis le trait volontairement, mais l'idée est de comprendre que s'il y a bien une équipe qui peut poser des problèmes à ce Bayern-là, c'est l'Inter. Et il y a un point, moi les gars, sur lequel j'aimerais avoir votre avis, parce que c'est peut-être ce qui caractérise les différences entre les deux équipes. Quoique, il peut y avoir une certaine ressemblance, c'est l'idée de la concentration. Parce que ce Bayern-là,
d'un point de vue totalement extérieur, hein. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention de suivre parfaitement ce Bayern de cette saison, mais de ce que je peux en voir, c'est qu'elle a parfois cette faculté à se mettre un petit peu toute seule en difficulté, chose qui, du côté de l'Inter, a été visible de temps à autre, mais la concentration, on l'a vu en Serie A, en Ligue des Champions, est drastiquement différente. Donc est-ce que aussi, avec une défense qui va être livrée à elle-même à cause de cette intensité, de ce pressing dont on a parlé juste avant, si l'Inter est concentrée et si l'Inter est maligne, elle aura tout intérêt à aller mettre la pression sur cette défense du Bayern qui est parfois pas exempte de tout reproche sur les boulettes, quoi. Est-ce que ça peut être un argument important dans une compétition où chaque détail compte? Je vous laisse répondre, hein, les gars. Allez-y, comme vous souhaitez. Ouais, Antoine, si tu veux commencer à parler, c'est comme tu veux. Moi, en vrai, j'ai mon avis, mais moi, je pense sincèrement que la concentration, c'est le plus gros problème de l'Inter. Et je pense qu'Antoine, toi aussi, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Ouais, mais comme il l'a dit, en Ligue des Champions, on n'est pas pareil, hein. En Ligue des Champions, Je le dis est-ce que encore, tu as mais eu les un 2 buts match? encaissés, c'est une stat de fou, hein, Et pour encore, moi, hein. Antoine, les stats, enfin les stats, les deux buts, il faut remettre leur contexte Dans le sur la contexte. table. Il y a Oui, c'est vrai. un penalty et un but encaissé à la toute dernière seconde. Alors, encaissé certes, mais quand même dans les derniers instants, dans un match lors du dernier déplacement en Allemagne à Leverkusen, face à une équipe supérieure sur l'ensemble de la performance et avec ton équipe bis. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce but-là, c'est pas quelque chose où tu t'es battu à plat de couture à la 50e minute sur un super mouvement, quoi. C'est surtout un second ballon. Donc, Mais par contre, vraiment, justement, ce but encaissé, face au Feyenoord, on peut le mettre sur le dos de la concentration. c'est pour ça que ce sont deux équipes qui sont parfois adeptes, on va dire, des bugs de connexion, comme on pourrait le dire pour faire la métaphore numérique. On a parfois tendance à voir quelques errements individuels qui peuvent coûter très cher. Donc ça va être aussi l'une des variables intéressantes de ce quart de finale face au Bayern qui se profile dans quelques jours. Pour terminer un petit peu, les gars, et désormais se plonger essentiellement du point de vue de l'Inter, est-ce que à titre subjectif, vous partez confiant? Est-ce que vous avez quand même une forme de, comment dire, de recul par rapport à l'approche de ce quart de finale, dans le sens où on le sait, l'Inter, de son surnom La Patte, ça est capable de nous donner des scénarios un petit peu foufou, de ne pas être complètement à l'abri? Ou est-ce que ce début de campagne de Ligue des Champions vous a rassuré quant à la capacité de l'Inter d'être compétitif dans cette compétition? Moi, je pense qu'elle m'a frustré parce que ça te prouvait surtout qu'en championnat, t'aurais pu faire 1000 fois mieux et que des fois, t'as vraiment, je vais employer un mot qui est véridique, mais juste troller des matchs. Moi, je me rappelle le match face à Monza à l'aller où tu fais un partout, tu dois tuer le match, mais tu fais un peu n'importe quoi devant à des moments. Ça te prouve que cette équipe, elle a envie d'une Ligue des Champions. Et puis, moi, je vais prendre un peu ce que disait Barrel là, avant le match de Ligue des Nations. Il veut tout gagner. Et je pense que là, le vestiaire est en mode on veut tout gagner. On veut vraiment remporter le championnat, la Coupe d'Italie et la Champions. On veut vraiment faire quelque chose. Inzaghi qui rappelle bah, je peux faire encore le triplé. Là, on sent que les joueurs, le coach, la direction, ils ont une idée. C'est de vraiment atteindre des sommets encore plus vite que ce qu'ils avaient prévu et de prouver à tout le monde que l'Inter va jouer cette Ligue des Champions à 100%. Et c'est pour ça que le Bayern ne doit pas être ravi d'être tombé sur nous. Je pense que personne, hein, n'aurait été ravi de tomber sur l'Inter qui apparaît vraiment comme, comme je l'ai dit, l'antagoniste originel, capable de mettre en Ah, difficulté n'importe les qui. fans du Barça pensent que nous sommes faciles à battre, hein. Moi, je tiens juste à employer ce Bon, mot. ça Non, dépend. il y en a beaucoup qui ont peur, hein, quand même, qui disent qu'on peut être l'équipe, qui peuvent bien les emmerder, hein. Il y en Ah, a c'est parce beaucoup que qui disent ça aussi. c'est une équipe similaire au Barça, hein, le Bayern, dans l'identité cette saison, avec un coach allemand du côté de la Ah, Catalogne. Le Barça et le Bayern qui font partie des équipes ayant tenu le plus le ballon cette saison, hein, dans le top 5 c'est un européen. coach à la bavaroise, hein, Ah qu'ils ont. bah. C'est le dernier, la dernière grosse impression du Bayern, c'est lorsqu'ils gagnent leur dernière Ligue des Champions en 2020. C'était sous la houlette de ce certain Hansi Flick. Donc il y a des similitudes, effectivement. Toi, Antoine, tu pars du même point de vue que Lorenzo, t'es confiant ou non pour ce quart de finale?
Ouais, je suis quand même assez confiant. Je dis pas qu'on va se qualifier facilement, hein, évidemment. C'est un match contre le Bayern, mais oui, je suis confiant. Je pense que le match qui m'a impressionné cette saison, c'est Arsenal, où on a quasiment mis toute l'équipe B. Et où Arsenal, bah, à part sur les corners où là je les ai vraiment trouvés dangereux, bah, on était très serein. Moi, dès qu'on a marqué le but, j'ai dit c'est bon, on va tenir ce match. Et je Après, trouve que ça résume bien notre campagne de Champions. c'est vrai. Bon, après, Arsenal, c'est pas le même potentiel offensif que le Bayern, hein. Je pense que l'Inter va avoir le dos beaucoup plus cambré, beaucoup plus penché en avant face au Bayern, dans le sens où tu vas subir, mais subir ne veut pas dire perdre. Et d'ailleurs, moi, c'est assez rare, vous me connaissez un petit peu à force, les amis. Moi, je suis pas quelqu'un de base de très optimiste, mais là, pour le coup, ce tableau, même au-delà de l'affrontement face au Bayern, me laisse vraiment présager que l'Inter est capable de faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, parce que moi, je ne trouve pas l'Inter aussi bonne que quand elle n'est pas entre guillemets la plus attendue. Et là, que ce soit le Bayern, éventuellement le Barça en demi-finale, même si on ne va pas insulter l'avenir, et même en finale, hein, si c'est une équipe comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain avec la hype actuelle qui arrive, l'Inter qui devra se contenter peut-être d'une possession moindre, saura faire la différence comme elle l'a déjà fait par le passé. Donc moi personnellement, même les circonstances autour de ce quart de finale, que ce soit le fait de recevoir au retour, le fait que le Bayern n'ait pas tous ses éléments en présence, le fait que l'Inter retrouve à l'autre de son côté pardon ses titulaires, mais aussi une certaine forme physique, pour moi tout laisse à penser que l'Inter va se qualifier, non sans facilité bien évidemment. Un petit prono comme ça pour le match aller, allez. Si vous voyez la qualif de l'Inter, je ne vais pas vous demander l'issue du demi-finaliste, mais 0-0. 0-0 à l'Allianz Arena. Moi, j'ai un Oui, partout. Hein. 0-0 à l'Allianz Arena. Ah ouais, t'es ambitieux, hein. Je sais pas si c'est arrivé cette saison, hein, que le Bayern ne marque pas à domicile. Je ne sais pas si c'est déjà sauf arrivé. que le Bayern n'a pas encore croisé l'Inter en Ligue des Champions Il y cette a saison. une seule équipe qui a réussi à le faire cette saison. C'était en coupe. C'était Leverkusen, qui est venu l'emporter 1-0 à Munich, avec, si je ne m'abuse et si mes mémoires sont bons, mais ma mémoire est bonne, pardon, un carton rouge pour le Bayern qui les a un petit peu déstabilisés. Mais c'est vrai que l'Inter a des capacités défensives à faire valoir. Effectivement. D'ailleurs, le Bayern. C'est vrai ils n'ont pas encore affronté d'équipe défensivement aussi forte, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai un partout perso. Leverkusen, défensivement, cette saison, quand ils ont joué le Bayern, c'était très solide, hein. L'approche de Xabi Alonso était drastiquement différente que celle qu'on a pu voir la saison dernière, mais ça a tenu, hein. Notamment du côté de l'Alliance, où je crois que le match se termine sur un 0-0 sur le match de Bundesliga, au-delà de la coupe, et le Bayern avait martyrisé la défense sans pour autant réussir à marquer. D'ailleurs, détrôner le Bayern va être compliqué, vous l'avez vu sur la diapo. Seulement 2 défaites en 2025 sur les 17 matchs qu'ils ont joués. Alors, il y a une défaite notamment face à Bochum à domicile, donc ça traduit encore une fois le fait que cette équipe est capable du meilleur comme du pire, et c'est un petit peu aussi le cas du côté de l'Inter. On a fait le tour les gars, concernant ce quart de finale, on a pris beaucoup de temps comme prévu pour ce premier thème On n'a de pas eu ton cette prono. fin d'après-midi, quoi. On n'a pas eu ton prono. Moi, pour le Oui, c'est match vrai, j'ai aller, pas compris, hein. oui, j'ai pas donné mon score. Moi, pour le match aller, je vois un match nul, mais pas forcément un 0-0. Je ne vois pas le Bayern ne pas marquer à domicile. Parce que sinon, ils annulent toutes leurs chances de qualification, à mon sens. Ah, mais d'un autre côté, c'est l'Inter. Moi, l'Inter, franchement, est capable d'aller chercher une équipe chez elle, comme elle est capable de vraiment être immonde au possible. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose à jouer. Au début de saison, c'était bon, hein. Ah, mais attention, Et je suis pas en train de dire que l'Inter va pas faire le taf. Là, on parle du score. Je te dis match nul, certes, mais je ne vois pas en fait le Bayern ne pas faire trembler les filets. Ça m'arrangerait hein, d'un point de vue personnel, puisque éviter la petite musique là, qui je pense mentalement peut te mettre un gros coup derrière le crâne, c'est pas plus mal, hein. il y en a qui l'ont entendu 8 fois en un match, hein. C'est vrai. Est-ce Bon, que je vais me c'était à calmer. l'Alliance? Est-ce que c'était à l'Alliance? C'était pas à Oui, l'Alliance, c'était non? à l'Alliance. Si Et c'était à c'est pas l'Alliance? huit C'était à fois. l'Alliance, je Ah, vois souvent la vanne tourner, hein. Et et alors, bah, c'est pas 8 fois, c'est 9 fois, hein, je crois qu'ils l'ont. Ah oui, 8 fois, pardon, le 8-2, Barça. 8-2. Ouais, ouais. je confondais avec Zagreb, pardon, excuse, parce que pour moi, Zagreb est une meilleure équipe que le Barça. Ah, désolé! Je rigole.
De toute façon, on aura peut-être l'occasion de parler du Barça par la suite, puisque, comme vous l'avez entendu de nos bouches pendant ce débat-là, le Barça pourrait être un adversaire potentiel en demi-finale, ce qui rappellerait une certaine année, 2010, où les deux équipes s'étaient déjà affrontées à ce stade de la compétition. La suite, on la connaît. Et d'ailleurs, sachez que pour l'anecdote, en Youth League, la Ligue des champions des jeunes équipes, l'Inter a joué au Bayern. L'Inter était mené 1-0, ça a égalisé à la toute fin et a finalement gagné au tir au but. Voilà. Est-ce que c'est prémonitoire? L'avenir nous le dira, j'ai envie de Alors, vous dire. s'ils nous font pareil que face à l'Atlético, j'ai pas envie de les voir, hein, les tirs au but. Hein. Bon, ça sera à Milan dans tous les cas si tir au but il y a. Parce qu'en Youth League, je crois que ce sont des matchs uniques où il n'y a pas de prolongation. Si match nul il y a au bout de 90 minutes, tu vas Ouais, directement au et tir au n'oublions but. pas, comme je dis, on a un gardien qui connaît beaucoup de joueurs du Bayern, hein, s'il y a des tables. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et puis au-delà de ça, Yann Sommer en tir au but dans cet exercice, même avec la Nachi, a montré quand même de vraies qualités. À voir d'ailleurs du côté du Bayern quel gardien sera aligné parce que avec le manque de concentration parfois des axiaux, ça peut représenter une réelle peine, un vrai défaut de cette équipe du Bayern. On aura l'occasion dans tous les cas d'en reparler dans les différents podcasts de la Benehamata dans les prochains jours, les amis. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec le deuxième thème, ce sujet un petit peu provocateur, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, sur l'idée de voir l'Inter ne remporter aucun titre cette saison. Je rappelle pour les personnes présentes éventuellement dans le chat Twitch en direct que vous pouvez participer à ce débat si vous avez des choses à dire, si vous avez éventuellement des critiques à me faire parvenir concernant le choix de ce sujet. Pour cela, vous rejoignez le serveur Discord officiel de la Benehamata, dont le lien d'accès est disponible dans le commentaire épinglé dans le chat. Vous vous connectez dans le salon vocal Radio Libre et vous attendez que je vous fasse monter pour tout simplement prendre part à la discussion. Sans plus attendre les amis, on enchaîne avec ce deuxième thème intitulé Une saison sans titre, forcément un échec. Pourquoi? Parce que l'Inter est encore engagé en Serie A, en Coppa Italia et en Ligue des Champions. Ce sont les seuls en Italie à pouvoir prétendre à un triplé dans toutes les compétitions encore atteignables. Un objectif qui est d'ailleurs ambitionné et surtout affiché à l'image d'Inzaghi. On a eu Barella, là tu l'as dit tout à l'heure. Mkhitaryan qui je crois en a remis une couche aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que l'idée elle est très claire dans la tête des Nerazzurri. Le problème, c'est que c'est encore loin d'être acquis, que ça soit pour l'une, l'autre ou même la troisième compétition. La compétitivité étant de mise sur tous les tableaux. Avec une saison aussi intense, la crainte c'est peut-être un grand mot, mais la crainte d'un scénario catastrophe n'est quand même pas à écarter. On va mettre les pieds dans le plat, les gars. Encore une fois, la question est un peu provocatrice, donc on va essayer d'en démêler le vrai du faux. Est-ce que pour vous, 6 saisons blanches il devait y avoir cette saison, ce serait un frein dans la progression ou dans le développement du cycle, notamment sous la houlette d'Inzaghi? Question assez globale, là, question assez directe. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve Mais que c'est une bonne bon, question. bon, je Mais commence. vas-y, Antoine, Allez-y, commence ton allez-y, tour. faites-vous plaisir. Un frein, un frein. Ça dépend de ce que tu appelles un frein. Moi, dans tous les cas, je continuerai de Un faire coup d'arrêt, confiance en si Inzaghi. ça peut t'aider. Un coup d'arrêt. Ça arrêterait un petit peu, mais ça voudrait pas signifier que du mauvais, puisqu'il y a le nouveau cycle de l'Inter qui va se lancer avec cette équipe de jeunes, ce mercato où je sais pas si vous voyez les rumeurs, on parle quand même de joueurs assez jeunes, hein. Arda Güler, Nico Paz, tout ça, Sucic. c'est ça. Ça parle aussi de Baturina, qui est aussi à Zagreb. Bref, je pense pas, ça freinerait un petit peu sans non plus dire qu'il faut, ce serait pas la fin du monde non plus. Non, bien sûr, l'idée n'est pas de Et dire ça. je vais rajouter un petit truc. Dis-moi. C'est pas un triplé, mais c'est un quadruplé. Inzaghi s'est corrigé. Parce qu'on oublie tout le temps le mondial des clubs. Ça Alors, reste un trophée. c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Pour moi, ça ne rentre pas en ligne de mire parce que, enfin, ça pourrait, je pense qu'on n'a juste pas l'habitude à partir du moment où je parlais de la fin de la première phase. Pour moi, la Coupe du Monde des clubs, c'est une seconde phase, donc ça va être une autre réalité. Là, je parle vraiment, tu sais, du premier arc où tu as les différentes compétitions qui jouent en simultané, tout s'arrête, et après, tu as une nouvelle compétition qui commence. Donc l'idée à court terme, c'est d'avant tout, je pense, de se concentrer sur ce que tu joues actuellement. Et concernant la Serie A,
Je pense que la journée là de reprise d'après trêve, elle va être hyper importante parce que il y a une grosse confrontation côté Naples. Je crois qu'ils jouent Milan. Milan, ils doivent faire des résultats maintenant. Ils peuvent pas rester neuvième. Ils doivent faire des résultats. Donc nous, on doit gagner contre Udine, bah, pour espérer prendre un petit peu de points par rapport à Naples en cas de contre-performance. Toi, Lorenzo, est-ce que pour toi aussi ça signifierait, une- sans parler d'erreur, mais on va dire un coup d'arrêt? L'expression que j'ai utilisée était tout à fait appropriée, sans pour autant remettre en cause tout le cycle. Un coup d'arrêt, je dirais pas un coup d'arrêt, je dirais plutôt, allez, t'as voulu être ambitieux sur tous les tableaux, t'as voulu tenter de vraiment tous les gagner, et oui, t'as bien raison de le rappeler, Antoine, quadruplé, parce que j'avais aussi oublié le mondial des clubs. Mais pour moi, en fait, je suis plutôt content parce que clairement, aujourd'hui, il a affiché son envie de tout gagner. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que là, je me dis, là, l'Inter, même lors des prochains mercatos, va travailler pour gagner tous les titres. Et ça, c'est important et ça montre que, en fait, même si bah, cette année, t'as pas gagné de titre, t'as cette motivation pour après et continuer de construire. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que je me dis, même si, tu vois, on gagne pas de titre cette saison, tant pis. Au moins, tu auras affiché tes objectifs sur le long terme et tu les auras remis encore une fois en avant. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans le discours des joueurs, de l'entraîneur, même de la direction, parce que je crois que même Marotta en a parlé. Donc clairement, moi, ça me rend heureux de me dire bah, que on affiche enfin un discours de on veut gagner la Ligue des Champions. Parce que ça, c'était le truc qui nous manquait ces dernières années, je trouve, cette envie d'aller le chercher, ce titre en Ligue des Champions. Bah, c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'intéressant et ça me permet déjà de contrecarrer un petit peu la tournure de ce sujet, de la question de ce sujet. C'est que oui, peut-être que dans l'histoire récente de l'Inter, ne pas gagner un titre pourrait très clairement faire un petit peu tâche, quoi. Parce qu'on sait que les cycles victorieux, notamment, doivent amener des trophées et garnir l'armoire tous les étés. Donc là, ça signifierait quand même un coup d'arrêt, surtout que ce serait un sacré ascenseur émotionnel, pardon, à partir du moment où l'Inter a plusieurs et de véritables opportunités d'aller chercher des titres et que finalement tu repartirais bredouille. Il faut dire que c'est aussi la première fois depuis 15 ans que l'Inter s'affiche comme compétitive dans toutes les compétitions qu'elle a jouées. On peut inclure aussi la Supercoppa disputée en Arabie Saoudite au début de l'année civile, où l'Inter échoue en finale avec la remontée du Milan. Mais disons qu'elle ne fait tâche dans aucune pour l'instant des compétitions. C'est quand même important ça, Antoine, à prendre en compte, non? Ah bah oui, c'est très important. On n'est plus à l'époque, bah justement, Conte, on va dire, où la Coupe d'Italie, on fait pas grand-chose. On n'a pas de super coupe à jouer. On sort en poule de Ligue des Champions et on fait un all-in en championnat. Là, cette époque-là, c'est fini. On essaye de prendre un maximum de titres, d'être compétitif et de rouler sur tout le monde pour essayer potentiellement de devenir un rouleau compresseur, comme on parlait du Bayern précédemment. D'ailleurs, pour parler un petit peu du palmarès et de la continuité de l'Inter en termes de consécration sur les dernières années, je vous ai affiché à l'écran les différents trophées remportés depuis l'arrivée de Simone Inzaghi sur le banc nerazzurro. Vous le voyez, chaque saison, l'Inter a remporté 2 trophées. Là, pour l'instant, elle a l'opportunité d'en remporter 3, avec déjà un échec qui a été celui, comme mentionné juste avant, de la Supercoppa. Et ça me permet aussi d'ailleurs de recentrer un petit peu plus le débat directement sur le coach de l'Inter, parce que lui-même, à titre individuel, est un coach, et on n'en parle pas assez, mais qui a l'habitude de gagner des trophées. Depuis qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur à la Lazio en 2016, il faut savoir qu'il n'a que 3 saisons à son actif où il n'a pas remporté la moindre coupe. Pour lui aussi, à titre individuel, ça peut avoir quand même un certain impact négatif que d'échouer sur différents tableaux, non, Lorenzo? Moi surtout, en fait, ce que je reprochais à l'époque Inzaghi, je vais revenir un peu à sa période Lazio, c'est que je trouvais qu'il faisait toujours une saison sur deux. Une saison où il est bien, une saison où sa Lazio elle est pas bien, et avec l'Inter,
bah, malheureusement, tu l'avais un peu vécu, tu vois, parce que sa première saison, même si on échoue pour le Scudetto, elle est très bien. La deuxième, même si tu gagnes quand même la Super Coupe d'Italie, la Coupe d'Italie, tu échoues en finale de Ligue des Champions, mais tu sentais qu'en championnat, il y avait un truc qui était bizarre. Et là, depuis l'année dernière, tu sens qu'il a pris une dimension supérieure, et même cette année, il l'a vraiment prise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde loue Inzaghi, tout le monde se rend compte du tacticien qu'il est, ou tactiquement, il est, je pense, un des coachs les plus forts tactiquement et qui arrive à préparer ses joueurs d'une façon, je suis toujours étonné, même surpris de l'évolution qu'il arrive à donner à certains joueurs. Moi, quand je pense à Mkhitaryan, quand je pense à Dumfries, des joueurs que on savait qu'ils avaient quand même un petit potentiel, mais qu'on s'attendait pas à un tel niveau. C'est quand même un entraîneur qui est très fort. Donc moi en fait j'attendais qu'il saute ce pas et cette saison il est en train de prouver qu'il veut le passer, qu'il est en train de le franchir. T'es en compétition en Scudetto encore, où t'es deux premiers avec je crois 3 points d'avance ou 4 points, j'ai un doute. J'ai plus le classement sous les yeux. Tu as Bah, super le également supporter, hein. Super le supporter, hein. Franchement. 3 ah points. ouais, 3 points, voilà. Non parce que j'avais un doute avec 4 points, genre je sais pas Ah, je te pourquoi. taquine, je te Et- taquine. Non mais je sais, mais bon, voilà, je suis blessé, c'est bon. Non mais c'est vrai que t'as la Coupe d'Italie où tu vas la jouer, parce que l'année dernière tu l'avais un peu sabordé ta Coupe d'Italie, on va pas se le cacher, pour gagner enfin ton Scudetto, tu l'avais sabordé, là cette année tu vas la jouer, et la Ligue des Champions, l'année dernière, même si tu fais un huitième de finale de Ligue des Champions aller, c'est bon, le retour, tu fais un peu n'importe quoi, et peut-être que là cette année, la direction et lui ont décidé qu'ils devaient tous se dire stop, on arrête d'arrêter de vouloir jouer qu'une compétition à la fois, maintenant on doit toutes les jouer. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur peut-être pour les joueurs à se mettre d'accord, c'est l'année dernière, plutôt cette année, parce qu'on l'a vu en début de saison, ils préféraient plutôt jouer la Ligue des Champions que le championnat. Bah là, depuis janvier, depuis la défaite en Supercoupe d'Italie, moi je trouve que dans la mentalité, ils ont tout changé et qu'ils ont cette envie, surtout quand je vois la déclaration de Barella qui est incroyable, qui dit on veut tout gagner. Donc ça veut te dire qu'aujourd'hui leur mentalité elle est plus à se contenter qu'un seul titre, c'est ils veulent tout. Et Inzaghi est le premier à mon avis à leur insuffler ça. Bah, surtout, la sensation qui se dégage, c'est que l'Inter est consciente et aussi confiante, deux termes différents d'une lettre, mais qui veulent dire deux choses assez opposées. Elles ont tout simplement cette conscience en fait de leur capacité. C'est une équipe aujourd'hui qui est confiante et ça se répercute par les différentes déclarations, ces autorités respectives qui n'hésitent pas à déclarer haut et fort les grandes ambitions, à l'image encore dernièrement de Marotta qui a parlé il y a quelques jours, je crois même que c'était hier, en expliquant que Simone Inzaghi avait tout simplement le total soutien de son administration et qu'il était éventuellement sondé de déjà prolonger son contrat. Toi Antoine, tu ne penses pas que une saison blanche pourrait éventuellement fragiliser sa crédibilité sur le long terme à Inzaghi, ou au contraire, Non, non. il faut se baser sur ce qu'il a Inzaghi, déjà fait et lui réitérer cette confiance pour quelques années de plus, en sachant qu'il est en fin de contrat en 2026 actuellement. Inzaghi, faut pas oublier que c'est vrai que cette saison, la saison d'il y a 2 ans, on fait la finale de Ligue des Champions, il y a eu une période un peu où il était fragilisé. On s'était même réunis en podcast, on s'était dit qui vous aimerait bien voir en remplaçant d'Inzaghi. Il devait sauter à l'époque, hein, il faut savoir, mais pour des raisons Il économiques, était à c'était pas grand-chose de impossible. sauter. Bah, c'est les raisons Je pense que... économiques. C'est juste ça. Mais le mec a su rebondir, quoi. Et de saison en saison, on se rend compte maintenant que c'est un entraîneur sur qui, bah, faut le garder le plus longtemps possible. Vraiment. C'est... S'il C'est- fait une saison blanche, perso, j'y crois pas à la saison blanche. Ça, Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. c'est un autre débat, voilà. Faut se dire, on va comme tirer le positif, le négatif, c'est que pour la première fois, on a su être compétitif sur plusieurs tableaux. On fera un bilan de ce qui a raté et ce qui n'a pas été bien de cette saison, ce qui a été meilleur, pour s'améliorer la saison d'après. C'est ça un projet sur le long terme. Et bah, Inzaghi, il représente ce coach que tout le monde rêverait d'avoir, tout simplement. Donc, faut garder crédibilité en lui, au projet qu'on a, tout ce qu'on a, parce que avoir une belle direction comme ça, tout aussi stable, un bon entraîneur, bah tout le monde ne peut pas s'en vanter en Serie A. Il faut pas qu'on joue les cons sur ça.
Ah, Voilà. ça court pas les rues, hein, les projets long terme stables, comme tu l'as évoqué juste avant, et j'aurais même tendance à l'élargir à l'échelle européenne, hein. Quand on voit la valse des entraîneurs à qui le temps n'est plus forcément beaucoup laissé, c'est vrai que pour répondre plus directement et plus subjectivement à la question posée dans ce sujet, j'ai également tendance à penser que ce n'est pas quand même une frustration et une contre-performance qui doit tout remettre en cause et délégitimer un petit peu l'importance et l'impact qu'il a eu, puisqu'il a eu quand même beaucoup plus d'importance que de simplement succéder à Conte et de s'appuyer sur ses principes. Il a créé une véritable identité nouvelle à cet Inter, et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on parle de l'Inter d'Inzaghi, qu'on parle également de son style particulier avec le Limone Ball, une expression qui a dépassé d'ailleurs les frontières de l'Italie. C'est normal dans le contexte actuel des entraîneurs que tu puisses et que tu dois t'appuyer sur Inzaghi. Pour qui la prochaine mission, les gars, pour se projeter un petit peu, sera d'intégrer la jeunesse à cet effectif de l'Inter. Alors on sort un petit peu du débat, mais ça y reste un petit peu corrélé parce que avec l'apparition de l'équipe U23 qui se précise de plus en plus pour la saison prochaine, est-ce que vous pensez que Inzaghi va devoir être confronté à une nouvelle variable dans son aventure du côté de la Lombardie? C'est-à-dire réussir à créer un nouveau cycle. Parce que pour l'instant, il s'appuie beaucoup, et c'est normal, sur des joueurs d'expérience. C'est quand même un petit peu plus facile à forger, un petit peu plus facile pour eux de comprendre le message véhiculé. Là, on va quand même partir sur une phase où l'Inter, comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, va se diriger vers la nouvelle génération. C'est pas forcément évident d'inculquer ce genre de discours. Donc, comment vous abordez un petit peu ça, vous, même si cette saison n'est pas encore terminée, il y a peut-être des évolutions qui vont survenir d'ici la fin de cet exercice 2024-2025. C'est quoi un petit peu vos attentes, même personnelles, sur le traitement de cette formation interiste à partir de 2025? Waouh, alors là, tu parles de son point faible. Son seul défaut, Ah, il moi, faut je qu'il trouve, avec progresse. l'Inter. Là, le long terme, la Ah, progression, ça ça. passe par là, hein. Et là, ça va être inévitable. Ah, là, vraiment, tu mets les pieds dans le plat de son plus gros point faible. C'est les jeunes. C'est vrai que Inzaghi, il est pas le plus friand pour mettre les jeunes en avant. Ça, c'est son petit défaut. Il a beaucoup de mal à le faire. Il est plus type, je préfère avoir des joueurs de 28, 29, 30, 32, 30, 31 ans, 32 ans avec moi, plutôt que d'avoir des jeunes qui peuvent percer. Mais je pense que avec la création de l'équipe U23, ça va peut-être le bouger à le faire, à tenter des choses, parce que il va bien falloir à un moment donné qu'il le fasse. Il a quand même lancé quelques jeunes hein, cette saison. Il a quand même essayé, on va dire, de faire jouer quelques jeunes, mais des bouts de minutes pour leur montrer ce qu'est le haut niveau. Mais c'est sûr que moi, c'est vrai que quand tu parles sur le long terme, moi, c'est vraiment quelque chose où je vais l'attendre un peu. Parce que pour moi, aujourd'hui, si tu veux vraiment montrer à tout le monde que tu es un énorme coach, va falloir que tu progresses sur tes lacunes. Et tes lacunes, bah, c'est les jeunes. Et j'espère sincèrement qu'avec la création de cette équipe U23, il va se forcer et se bouger peut-être à tenter l'aventure avec des jeunes. Toi, Antoine, t'as aussi envie qu'il ajoute cette nouvelle corde à son arc, on va dire, parce que il faut déjà dire qu'il a beaucoup progressé hein, depuis son arrivée. Donc, ce serait un nouveau challenge, allier rajeunissement et compétitivité, chose qui est loin d'être facile. Toi, ton avis? Alors, bah, je pense que l'équipe U23, ça va être justement l'outil qui va l'aider. Attention, je préfère prévenir d'un truc. La saison prochaine, faut pas s'attendre à ce qu'il nous sorte deux, trois jeunes qui vont devenir des titulaires des remplaçants réguliers, des trucs comme ça. Bien sûr, Non. bien sûr. C'est un travail qui va se faire sur plusieurs saisons. Parce que le défaut d'Inzaghi, c'est pas spécifiquement que le jeune joueur, mais je pense que c'est le joueur qui est jeune et qui n'a pas l'environnement italien en lui. Fait que il a du mal. Et justement, le fait d'avoir cette équipe U23 fait que bah, un jeune joueur va pouvoir s'acclimater bah, au football vraiment italien afin de pouvoir s'expérimenter et par la suite être bah, dans un outil, entre guillemets, qu'Inzaghi pourra utiliser. Ça va être un challenge en tous les cas vraiment intéressant. J'ai hâte de voir le rendu, hein, plus globalement même de cette équipe U23, pour voir si tout de suite elle va
symboliser et traduire des changements dans l'organigramme et l'organisme Inter, notamment l'équipe première. On aura l'occasion encore une fois d'en reparler, puisque vous le savez, la Radio Libre, c'est tous les mois sur la chaîne Twitch de la Beneamata. Mais avant ça, on va quand même terminer l'émission de ce 26 mars 2025. On termine en beauté, ou pas. Vous voyez ça comme vous voulez, quelque chose d'un petit peu plus superficiel, puisque ça ne reste que de la rumeur. Donnarumma qui pourrait éventuellement revenir en Lombardie, mais cette fois-ci pas en rouge et noir, ce serait en noir et bleu du côté de l'Inter. On va parler de cette rumeur qui a repris un petit peu plus d'ampleur dernièrement. Avant ça, je rappelle pour une dernière fois, pour celles et ceux qui nous suivraient en direct sur Twitch, que vous pouvez participer à ce débat oralement avec les membres de la team et moi-même. Pour ce faire, vous tapez directement le lien du serveur officiel Discord de la Beneamata directement dans votre navigateur. Vous rejoignez le salon vocal Radio Libre, vous vous connectez en attendant que je vous fasse monter et vous profitez de ces quelques dernières minutes ensemble, puisque l'objectif étant de clôturer cette Radio Libre à 20h, histoire de libérer un petit peu tout le monde vers ses occupations, notamment peut-être l'heure de manger, à moins que certains dînent très tôt, je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, on va essayer de faire simplement mais efficacement ce dernier sujet sur Gigio Donnarumma, un nom qui évoque bien évidemment quelque chose à tout le monde ici. Son nom avait déjà été évoqué plusieurs mois auparavant du côté de la Casa Inter, mais la piste vers le gardien du PSG, elle a repris de l'ampleur ces derniers jours après ses déclarations lors de son retour au stade du CP Meazza avec la Nazionale. Selon calciomercato.com pour faire la traduction, Marotta et Ausilio entretiendraient de très bonnes relations avec son agent et il souhaiterait déjà tenter le coup cet été, à savoir que Donnarumma est en fin de contrat en 2026 du côté du club de la capitale française. Donc soit tu vas directement mettre une indemnité de transfert cet été, soit tu vas déjà essayer de négocier les termes de son futur contrat pour 2026. On va essayer un petit peu de démêler le vrai du faux concernant ces différentes rumeurs, mais la première chose que j'ai envie de vous demander, les gars, c'était votre ressenti personnel. Info, intox, bon, mauvais, Alors, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Antoine alors, commence, que je vais avoir un avis assez tranché sur Donnarumma, personnellement. euh, t'as dit sa fin de contrat là, en 2026. C'est Il ça, y a un je vous truc à prendre l'affiche à en l'écran. compte, c'est la fin de contrat de Yann Sommer, qui est aussi en 2026. C'est affiché juste à droite, Est-ce que l'Inter effectivement. va mettre un gros billet dès cet été, parce qu'il faudra un gros billet forcément, plus un gros salaire, sachant que Yann Sommer est encore au club, encore performant, je ne pense pas qu'ils le feront cet été. Par contre, en 2026, libre, j'y crois énormément, moi, par contre. Alors, il faut Et juste souligner quelque chose, parce que ce serait le plan idéal pour l'Inter. On connaît cette capacité qu'a Ausilio et Marotta notamment à, à dégoter les joueurs libres à la fin de leur contrat. Il faut aussi se mettre du point de vue des autres acteurs, notamment le PSG. Le Paris Saint-Germain a déjà quelques idées, quelques rumeurs circulent concernant un nouveau probable gardien. Lucas Chevalier, Chevalier, le Lillois, en fait notamment partie. Le PSG, de son côté, aurait tout intérêt à le libérer dès cet été pour en tirer un petit chèque. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est évalué à 35 millions d'euros, comme affiché sur la diaporama à droite pour celles et ceux qui me voient à l'écran sur Twitch, sur Transfermarkt. La je ne valeur vois ne pas sera peut-être pas exactement la même cet été. Ça pourra déjà évoluer. On sait que son contexte à Paris est assez ambigu. Le bilan, il est assez mitigé, même s'il reste sur une énorme performance face à Liverpool. On sait aussi qu'il a coûté, lors de ses années parisiennes, quelques problèmes, on va dire, au résultat du club de la capitale. Toi, Lorenzo, au-delà de ton avis personnel que tu vas nous partager, est-ce que tu penses que cette rumeur, cette information, comme je l'ai titré, elle est censée CENSE, si jamais tu n'as pas l'affichage sous les yeux, pour tous les partis, au-delà même de l'Inter? Moi, pour moi, alors bah, je vais en parler, tu vois, déjà sur si c'est censé. Oui, moi je pense qu'elle est censée. Mais après, pour cet été, tu vois, je suis comme Antoine. Je sais pas si vraiment l'Inter va le tenter cet été. Parce que t'as encore Sommer jusqu'en 2026. Donc ça serait quand même assez intriguant que tu tentes Donnarumma cet été pour mettre Sommer en deuxième gardien. Donc en gros, en autour de fait, après Martinez. Martinez, tu sais pas ce que t'en fais. Parce que je pense pas que lui va accepter d'être troisième.
Tu peux pas Déjà avoir que là, trois gardiens de cette envergure, hein. Donnarumma, ouais, on oui, non, parle d'un salaire important, hein. Donc, si bah, tu fais Ouais, c'est venir... pour ça que cet été, j'y crois pas. Parce que le salaire en plus de l'indemnité de transfert, euh, je sais pas cet été, hein, franchement, mais 2026, possible. 2026, je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Pour moi, ce sera plus 2026. Après, c'est sûr que le PSG va tout faire pour essayer de le faire partir cet été s'il ne veut pas prolonger. C'est ça. Après 35 millions, bon, pour un gardien comme lui, c'est correct, on va dire. Surtout qu'il y a encore 10 ans de carrière minimum, hein, normalement. Non, il a encore 10 ans de carrière, ça c'est sûr. Alors, pour revenir sur la déclaration, peut-être remettre les choses dans leur contexte, parce que j'ai évoqué le fait qu'il a parlé avec la nationale, et pour mettre des mots sur cette déclaration, je cite, tout au long de l'extrait qui va suivre, retourner à San Siro est toujours quelque chose d'émotionnel. Une certaine partie de la fanbase des interistes voudrait me voir retourner à Milan. On verra, certaines situations seront vues plus tard. Je suis content d'être de retour au Meazza lorsqu'il était avec la Nazionale. L'Italie et San Siro m'avaient manqué. Il faut savoir, pour préciser, qu'à l'Inter, il pourrait retrouver un homme qui lui a été très cher lors de sa formation de gardien et même sa progression. C'est Gianluca Spinelli, un entraîneur de gardien qui est très réputé en Italie et qui a été vraiment presque comme son mentor. Quand on voit presque son mal du pays, alors il sent pas mal en France, il y a vécu pas mal d'années, mais il a quand même ce désir de retrouver son territoire natal, on peut penser que lui aussi a peut-être envie de ne pas attendre une saison de plus, surtout si le PSG vient mettre un gardien en plus dans la concurrence, puisqu'on on sait que Donnarumma est le numéro un, mais le Russe Safonov a quand même eu le droit, dans ces périodes de doute, à certaines opportunités cette saison. Donc d'un point de vue du joueur, pour lui, ce serait quand même préférable de faire son retour dès cet été, non les gars? Bah, il y aura aussi une concurrence s'il fait cet été à l'Inter. Parce que l'Inter va pas du jour au lendemain dire à Sommer, tu joues plus que la Coupe d'Italie. C'est clair. C'est clair que Yann Sommer bénéficie d'un statut important et c'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai du mal à voir en fait un changement dès cet été. Après, de l'autre côté, je me dis que 2026, ce sera trop tard. Il aura dans tous les cas trouvé soit une porte de sortie, soit un accord avec le PSG pour prolonger l'aventure. Donc moi, j'ai quand même la sensation à titre Ouais, personnel que c'est c'est sûr. plus de l'intox. Pour faire... Après, alors, attention, parce que le PSG est très fort pour ne pas réussir à prolonger ses joueurs, hein. Donc ils sont très doués là-dessus. Ils ont une direction qui est quand même assez mauvaise sur ce point de vue-là, donc tout est possible. Après, moi, oui, tu vois, comme je suis d'accord avec vous, moi, Sommer, je ne crois pas une seule seconde que les dirigeants de l'Inter soient venus le voir dernièrement et lui dire, bon, on va recruter Donnarumma cet été, donc tu as deux solutions, soit tu pars, soit tu viens gardien numéro 2. À toi de voir. Je pense pas que il y ait eu cette conversation-là, et même pour Martinez, tu l'as payé 12 millions, c'est pour faire quoi? Pour C'est finalement ça, ouais, du qu'il ait fait mercato. figuration? Surtout qu'il a fait un très bon intérim, Martinez. Mm. C'est pas comme s'il avait fait tâche lorsqu'il a eu à suppléer Yann Sommer pendant sa blessure. Pour parler un petit peu plus tactique, technique maintenant, on a parlé de l'éventualité de son arrivée. Ça reste encore une fois que de la spéculation, mais on aime bien ici, chez la Benehamat, un petit peu s'aventurer dans ce genre de débat. Si on part du principe maintenant qu'il doit faire son arrivée à l'Inter. Est-ce que vous, à titre individuel, ça vous enchante ou ça vous pose problème que ça soit symboliquement, pour ce qui s'est passé avec le Milan avant, même si on a vu, et notamment en Italie, que beaucoup de joueurs font le trajet entre les différents clubs ennemis, clubs adverses, ou est-ce que peut-être il y a aussi certaines limites du joueur qui peuvent vous poser question par rapport à l'investissement que celui-ci nécessiterait? Vas-y Ah, Lorenzo, bah parce que moi, t'as pas non. donné ton avis tout à l'heure. Là, c'est ton moment. Je peux cracher mon venin, c'est bon. Non, Ah, en vrai, c'est pas du venin, c'est juste, je vais expliquer un truc sur Donnarumma, c'est qu'il me fatigue, c'est tout. Genre, je suis pour son arrivée. Je suis pour, vraiment, je suis d'accord pour qu'il vienne, parce que pour moi, je pense que l'environnement Inter peut être l'environnement qui peut lui faire franchir un cap. Parce que là, tu seras vraiment dans un vestiaire qui est type famille, que je pense qu'il a besoin pour progresser, qu'il a besoin niveau sérénité. Par contre, mon coco, va falloir qu'à un moment donné, tu progresses sur plein de points,
parce que ce que tu m'as fait avec la nationale lors des 2 derniers matchs, ça m'a fait un peu ça m'a donné envie de me dire: «Sommer, reste pendant 10 ans». Parce que ne pas sortir sur les corners, limite, en vrai, je m'en fiche. Par contre, me faire des gauches-droites sur un corner où tu vois que Goretzka, il a levé la tête pour la prendre et que tu n'es même pas chiche de faire une parade sur les 2 à un moment donné. Et puis des sorties, des fois, elles sont hasardeuses. T'as l'impression qu'il joue avec la peur au ventre parfois, quand il y a de la pression. Et moi, c'est ce qui me dérange parce que vraiment, lors de l'Euro 2021 et lors de l'Euro qu'il a sorti dernièrement, j'avais l'impression qu'il avait franchi ce cap. Sauf que cette année avec le PSG, j'ai remarqué qu'en fait, il a menti à tout le monde. Quand il a un peu de pression, j'ai l'impression que c'est là qu'il a du mal. Et il faut savoir qu'avec l'Inter, tu vas en avoir de la pression. Tu vas en avoir beaucoup. Parce que les supporters, ils vont pas te rater, hein. Ils vont pas te rater sur ce point-là. Tu es comme un ancien du Milan, donc les derbies, va falloir que tu les joues. Va falloir que tu l'assumes ton Donnarumma, parce que les supporters du Milan, ils l'ont encore énorme contre lui. Moi, je veux pas un gardien qui, dès qu'il a un peu de pression, se fasse dessus et devienne une vraie passoire. Moi, je l'ai vu face déjà à l'Allemagne, il a encore des lacunes que je lui trouvais il y a quand même 4 ans. Et c'est là que ça me dérange. Alors, globalement, moi, j'ai tendance à te trouver quand même un petit peu dur. C'est vrai que ce n'est pas non plus un gardien qui fait partie de mes joueurs préférés. C'est très personnel, mais pour un joueur qui a commencé très tôt, là où je peux te rejoindre, c'est que sa courbe de progression n'a pas été linéaire. Et tu as parfois même tendance à penser qu'il s'est presque reposé sur ses lauriers à certains moments. Par contre, la réalité cette saison, c'est que c'est quand même un joueur qui a progressé. Même si il n'est pas exemple de tout reproche lors de chacune de ses apparitions, il a quand même tendance à dégager certains signes de sécurité qu'on n'avait pas pu cerner par le passé en club. Et j'insiste, en club. En sélection, il bénéficie quand même d'un statut différent, avec notamment la fascia del capitano, maintenant le brassard de capitaine. Le meilleur exemple, c'est bien évidemment le match face à Liverpool, même s'il ne doit pas occulter les erreurs qu'il a pu faire lors de la saison. Mais même, ne serait-ce que dans le langage corporel, et cette idée vraiment de dominer sa surface, on a retrouvé, je ne sais pas, mais on a vu un Donnarumma quand même beaucoup plus serein que ce qu'on avait pu voir sur les dernières saisons, comme on atteste quelques-unes de ses erreurs. On se rappelle face au Real Madrid et ce pressing sur Karim Benzema. Alors tout n'est pas parfait, mais je trouve qu'il faut quand même noter le fait que même lors de ces prises de balle au pied qui pouvaient constituer sa principale limite il y a encore quelques années, on a quand même un semblant d'amélioration qui tend à être encore plus maximisé par la suite et finalement rattraper ce retard, comment dire, dans son évolution, parce qu'on parle d'un joueur qui est dans le circuit depuis maintenant 10 ans. Il a commencé très très jeune, certes, mais normalement, dans cet intervalle-là, tu dois être à un niveau beaucoup plus élevé, au vu des attentes qui étaient fixées sur toi. Est-ce qu'Antoine, tu nous rejoins par rapport à ce qu'on a dit? J'ai vu que tu nous as peut-être pas entendu complètement, mais si tu as pu éventuellement cerner quelques critères, quelques indices, quelques arguments qui t'ont plu ou déplu, dites-nous. Et dis-nous, toi, surtout Ouais, bah, directement, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel concrè- tu aimerais revenir? concrètement, Donnarumma, ma seule petite vigilance que j'irais, c'est attention peut-être au mental, parce que on sait que ça va faire parler ce transfert. Milan, Inter, il y en a eu des gars comme ça, mais lui particulièrement, ça va vraiment faire parler. On verra s'il va savoir gérer cette pression. Peut-être le seul petit point sur lequel j'ai un doute concernant ce joueur. Mais sinon, bah, d'ici 2026, je ne sais pas si ça sera 2026 ou pas, mais sur le long terme, parce que Sommer, il sera pas encore là dans 10 ans, on le sait. Mais c'est peut-être une des options les plus intéressantes, crédibles, et sur laquelle il faut sauter, Donnarumma. En plus, comme on sait qu'on veut créer un groupe un peu plus italien, de plus en plus, tout ça, quoi de mieux que d'avoir le capitaine de la sélection, quoi. Voilà. En plus, Bah, pour l'anecdote, t'aurais le capitaine Donnarumma. et le vice-capitaine. C'est vrai. Juste pour dire. Le vice-capitaine, oui, le Ah, le vice-capitaine, on aura les effectivement. deux, hein. Donnarumma, en plus, pour l'anecdote, qui, selon les dires de certains, notamment Pasquale Guarro, qui l'avait tweeté sur son profil X, il devait, au départ, à 14 ans, signer avec l'Inter.
Sauf que finalement, il y a eu certaines choses qui ont fait que, dans le même trajet de train qui devait l'emmener chez les Nerazzurri, il a finalement penché pour les Rossoneri. Donc l'idée n'est pas de dire qu'il était promis à l'Inter, que c'est normal finalement qu'il rejoigne le club, mais comme quoi des fois il y a des petits signes du destin pardon, qui font que les choses peuvent éventuellement, et j'insiste sur le éventuellement parce que ça ne reste, et j'insiste dessus encore, que des rumeurs, il n'y a rien de concret, on se base peut-être que sur du vent, mais c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter. Mais c'est sûr que ce serait une arrivée de poids, hein, surtout si tu vas le chercher gratuitement. L'idée quand même, à mon sens, serait d'avoir une solution viable sur le banc, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut parfois passer à côté de ses matchs, il peut être à côté de ses pompes, donc tu as besoin quand même, je trouve, d'une certaine couverture, avec Donnarumma notamment en club. Bah après, tu vois, comme j'ai dit, moi je pense sincèrement que c'est une bonne arrivée s'il vient. Moi je continue de dire, je continue d'être pour. C'est juste, en fait, j'attendrai plus de sa part, surtout dans des matchs où il aura que très peu d'arrêts à faire. Parce que autant au PSG, des fois, défensivement, ça peut se trouer un peu, donc il peut faire plus que 2 arrêts. Mais avec l'Inter, t'as des matchs où t'auras qu'un arrêt à faire et j'attends qu'il les fasse. Puis, surtout, moi je suis pour son arrivée pour une raison, c'est que je pense que le vestiaire de l'Inter, c'est le vestiaire qu'il lui faut. Un vestiaire de copains, un vestiaire d'amis, qui est une famille où ils vont pas se juger, parce qu'on connaît tous le vestiaire du PSG, il est plus à décrire, c'est un vestiaire de, pardonnez-moi le terme, mais de petits cons. Non, franchement, t'es dur, ça a changé, hein, Oh, ça a changé. Non, Plus ouais, trop non, ça, C'est plus trop le cas non, aujourd'hui, c'est hein. plus trop le Même, cas. je les Franchement, porte c'est pas plus le dans cas mon du cœur, tout, hein. hein. moi T'es je Je suis, dur, les là. porte pas dans mon cœur, mais c'est plus des petites stars comme avant. Il y a plus Mbappé, il y a plus Neymar qui joue au ouais, moi je poker continue jusqu'à de dire 3 heures du qu'ils mat. jouaient toujours pareil. Mais après, je peux comprendre votre point de vue. Il n'y a plus de Mbappé, plus Neymar, plus de Messi, donc t'as plus autant de clans qu'avant. Mais c'est juste, moi je pense que sincèrement, dans un vestiaire comme l'Inter, il peut que progresser. Ah oui. Euh, je- si Après, si comme tu une gardes Porto. Sommer, imaginons, Sommer il peut lui donner des conseils, par exemple, sur les défauts qu'il a, tu vois. Euh, Même Martinez peut, peut-être si lui il est bon sur ça et que Donnarumma il doit progresser, bah comme ça ils peuvent s'entraider, tu vois. Moi je trouve que objectivement, l'Inter peut être le club qui peut lui faire vraiment franchir son cap. Bah, là où je te rejoins, c'est vrai que ça va être, ça pourrait, je vais toujours utiliser le subjonctif parce que sinon ça pourrait porter à confusion. Ce qui pourrait vraiment représenter sa principale limite à l'heure actuelle, si transfert il y avait, c'est sa capacité à être clutch. Parce que le meilleur exemple, en fait, on a vu le détail, en fait, des caractéristiques de Donnarumma sur la double confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le premier match, il a une parade à faire qu'il n'arrive pas, alors l'idée n'est pas de refaire le débat. À mon sens, la parade est très dure à faire, il la fait pas. On l'attend à ce moment-là, il répond pas présent, donc ça a de quoi agacer. Au retour, tu vois quand même que c'est un gardien qui est capable d'avoir de la présence, capable d'apporter de la sérénité et capable de te tenir tout simplement lors des matchs comme ça, coup près à élimination directe. C'est pour ça que il y a quand même une notion de doute autour de ce joueur qui, moi, me pose un petit peu problème. C'est pas l'assurance tout risque. Donnarumma, comme beaucoup de gardiens d'ailleurs sur le circuit, c'est pour ça que je ne sais pas si cet investissement en mériterait la chandelle. En vaudrait la chandelle surtout. Parlons des bonnes expressions. Je sais pas si vous avez le même avis, mais moi c'est ça en fait qui me Moi, c'est turlupine. plus le mental. C'est le mental, comme j'ai dit. Moi, je pense que c'est le mental aussi. Parce que je pense qu'il est talentueux, mais mentalement, il a du mal. Tu vois, moi, je me rappelle de quand il revient à Milan et que t'as les supporters du Milan qui viennent au stade quand il revient à Milan, qui revient avec l'Italie à San Siro et qui revient à Milan, tu vois, bah, genre, ça se passe hyper mal lors du match parce que les supporters du Milan lui font la misère et que mentalement, il Ça n'arrive va pas à être tenir. explosif, ça. Les premiers derbys, surtout, ça va être explosif, en fait. Ça pourrait mettre Mm. du spectacle. Ça c'est clair que si jamais Donnarumma venait à faire son retour, ne serait-ce qu'en Après, Italie, ça je pourrait être pense fort. qu'il y a un certain Hakan Çalhanoğlu qui pourrait lui porter quelques conseils. Oh, tu sais, je pense qu'il y en a même d'autres par le passé qui pourraient lui éventuellement donner Ouais, mais quelques, lui, quelques il a tuyaux. vraiment vécu le transfert direct Oui, c'est vrai. de Milan à Inter. Et on se souvient de son premier derby et de sa belle célébration. Ouais. Dans un Voilà. contexte particulier en plus, Çalhanoğlu, parce que ce qui lui est reproché, c'est surtout de partir gratuitement. Enfin, partir gratuitement pour aller chez le rival. C'est ça en fait, qui fait double peine. Donnarumma, il y a eu la parenthèse parisienne qui fait que, même si j'ai presque envie de te dire que le fait de le voir s'être éloigné
de Milanello, ça ne l'a pas aidé en termes de popularité du côté du public milanais parce que il en a pris encore plus pour son grade et son retour a été très attendu, hein. Il était déjà retourné à Milan avec le PSG. Ça s'était mal passé globalement pour Paris. Après, lui n'avait pas été complètement dépassé par le contexte du stade. Après, faut être honnête aussi, les gars, Donnarumma ou n'importe qui d'autre, je pense que si tu te retrouves dans sa situation avec 80 000 personnes, un peu moins, parlons de 50 000 parce que le stade n'était pas unanime quant à ce sujet, qui te hue de la première à la dernière minute, qui t'envoie, je pense, des beaux mots d'oiseau, je pense qu'il faut être sacrément solide dans la cabessa, hein. Mais je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Valentin Feuillette qui avait fait un passage dans l'une des émissions de Foot Mercato en expliquant Donnarumma avait des psychologues vraiment qui l'accompagnaient parce que c'était mentalement quelqu'un, j'ai pas envie de dire de fragile, mais de moins confiant que d'autres. C'est dire quand même, hein, pour un poste en plus clé comme ça, c'est pas Mm. évident à gérer. En plus, lui, il a commencé très tôt, il a été tout de suite exposé très tôt. Ça peut avoir des conséquences hein, sur sa personnalité. Enfin, Bah après, moi, je continue de dire, moi, je pense sincèrement, c'est une info. Moi, je pense que oui, il a une petite envie. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration en disant qu'il n'était pas contre de revenir en Italie. Après, faut voir dans le contexte, quoi. Parce que si c'est vrai que Marotta et Ausilio travaillent dessus, moi, j'attends de voir comment ils y travaillent. Est-ce que il y a vraiment des garanties? Est-ce que a donné son accord? Tu vois, il y a des choses comme ça. Ça, c'est des choses en interne qu'on ne saura jamais. Mais moi, j'attends d'avoir un peu plus oui, de preuves, quoi. Mais c'est sûr que sa déclaration, elle était. Moi, j'ai quand même été elle est vachement étonné parlante. qu'il l'a Elle fasse. est parlante, sa déclaration. Après, elle peut aussi avoir le juste intérêt de faire réagir le PSG. C'est possible aussi, hein. Même s'il y a Après, beaucoup moi, d'éléments qui laissent penser que c'est concret ce qu'il dit. Enfin, ça vient du cœur. après, c'est sûr qu'au PSG, tu le sens, il est pas. Déjà, même les supporters lui donnent pas énormément d'amour. T'as pas l'impression que le vestiaire soit à fond derrière lui. La direction, Ouh, moi, je. t'es dur, je te Direction du. trouve dur, hein. Je te trouve dur avec le PSG. Quand tu vois ce que dit Dembélé après le match face à Liverpool, qui fait Moi, je suis. l'éloge En fait, du gardien, je te trouve dur, hein. Je te ouais, trouve mais vraiment tu dur. vois, en fait, moi, je trouve que le PSG, de toute manière, moi, j'ai mon avis dessus. Je continue d'avoir cet avis dessus parce que, pour moi, t'as un problème d'identité qui restera. Mais ça, c'est un sujet que, tu vois, Oui, c'est qui est annexe. différent, Oui, mais oui. c'est annexe. Mais pour moi, en fait, je pense sincèrement que même le côté italien lui manque, tu vois, peut-être aussi. Et c'est C'est peut-être clair. ça qu'il lui faudrait de revenir en Italie, de se reposer ses petites valises et de se dire, bon, allez, j'ai fait mon taf au PSG, maintenant j'essaie de le faire avec l'Inter et de faire autre chose et différemment. Parce que tu vois bien, c'est pas la première fois qu'il fait un appel du pied en disant, je veux bien retourner en Italie. Je pense que là, petit à petit, il a peut-être cette envie d'y retourner. Mais Après, d'ailleurs, l'italien se je sais- porte mal, hein. c'est vrai. Enfin, moins bien que certains, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un attachement assez particulier au pays, à la terre natale. Si vous voulez mon avis, pour terminer sur ces belles paroles, je ne serais pas étonné qu'il retourne en Italie. Mais s'il y a un club sur lequel miser l'été prochain, moi je pense que Naples peut être une véritable option. Mais Meret, d'ailleurs, il a prolongé avec le Napoli ou pas? Tiens, d'ailleurs, je sais même pas. Meret, Ouais. je sais pas Parce que du je crois tout, qu'il est libre, hein. mais Et je crois qu'il est libre cet été. normalement il était annoncé comme sur le marché l'été prochain selon son contrat. Mais je crois qu'il a prolongé éventuellement. Il faudrait que je fasse les vérifications. Je ne sais C'est vrai plus. que je voulais regarder ça. Parce Naples, que, j'y crois pas, hein. Ah, moi, tu vois, je me ouais, dis Genre, qu'il y a non. un les monde où supporters napolitains, tout toutes les ça, planètes s'alignent. Parce que si le Napoli est en Ligue des Champions, qu'Alex Meret n'est pas certain de prolonger l'aventure, même si je crois qu'il a prolongé, hein. Je suis en train de regarder là pour être Après totalement cette honnête. saison, Meret, il fait une très bonne saison. Ouais, c'est un peu. Moi, je trouve que, objectivement, moi, je vois beaucoup de supporters qui le critiquent du Napoli. Et moi, je trouve que, honnêtement, cette année, s'ils sont là, c'est aussi grandement grâce à lui, hein. Il est loin de faire des boulettes comme il faisait ces dernières années. Moi, je c'est vrai que moi, je suis étonné. Si Donnarumma signe à Naples, je serais quand même vachement étonné. Moi, je pense qu'il y a un monde où c'est possible. Alex Meret, pour mettre des mots sur sa situation contractuelle, est en fin de contrat en 2025. Il a une option pour étendre le contrat d'un an jusqu'en 2026, sauf qu'il y a des divergences avec la direction concernant la durée de ce contrat nouveau. Donc c'est pour ça que c'est en stand-by. Mais à l'heure où on parle, Alex Meret quittera Napoli à l'issue de saison.
En Ah, vrai, vraiment, vraiment, le Napoli, faudrait aussi en faire un petit débat sur leur direction parce qu'elle est pas mal non plus, hein, genre, vraiment. ouais, je pense qu'on aura d'autres occasions pour en parler, et même peut-être d'autres médias, puisque nous, on a quand même tendance à rester axés sur le club noir et bleu. Ouais, non, c'est C'est sûr. pas pour rien qu'il y a ce décor-là derrière moi, c'est pas pour rien qu'il y a ces lignes-là sur l'écran. Je pense que c'est assez logique, c'est assez visible de savoir de quel sujet on parle sur Mm. ce canal Twitch. Bon, en Non, tout mais cas, tu vois, juste pour terminer, tu vas-y. vois à quel point, genre, une direction est tellement importante aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on peut rêver de jouer dans toutes les compétitions à titre, c'est grandement grâce à eux qui font un travail hors norme à chaque mercato, à chaque saison, pour essayer d'équilibrer les comptes, pour essayer de tout faire pour le club. Et vraiment, je crois que on leur donne. Je trouve que vraiment on les remercie jamais assez de tout le travail qu'ils font en interne. Et vraiment, si l'Inter aujourd'hui a retrouvé sa grandeur, c'est aussi grandement à eux. Si jamais la famille Zhang ou Octree ou Auxilio nous écoutent et comprennent le français, c'est une véritable déclaration d'amour que nous fait Lorenzo pour terminer cette édition de la Radio Libre Mm. version mars 2025. Merci les gars d'avoir été en ma compagnie et de, comme chaque mois, être fidèle au format en espérant que ça vous a plu, que le programme vous a plu et que vous serez d'attaque pour le mois prochain, puisque dès avril, la Radio Libre de la Benhamata fera son retour. Mais bah écoute, moi, ça sera toujours avec plaisir de participer au Radio Libre, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir. Bah, c'est un format Ouais, c'est différent, on toujours dirait que c'est assez instantané, c'est cool. toujours un plaisir aussi, hein. Oh, C'est toujours sympa de débattre de petite voix l'Inter, Antoine, en il va aller se recoucher le Antoine je crois. Ah Petite ouais, là, je voix. sens Ouais, qu'il. Ouais, il est en train de lâcher, bah ça tombe bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas les gars, et passez une bonne soirée et un bon mois j'ai envie de vous dire. Grazie, grazie mille. ciao. Salut les gars, Ciao, salut. ciao. Et pour nous les amis, maintenant que j'ai salué mes fidèles acolytes, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous aussi directement, notamment les personnes qui sur Twitch nous ont écoutés en direct. Sachez que comme toutes les autres éditions de la radio libre, j'allais dire cette vidéo, mais non, finalement c'est un live qui va se transformer en vidéo accessible sur YouTube d'ici les prochaines heures, les prochains jours. Alors n'hésitez pas à suivre la Benehamata également sur YouTube, mais aussi sur tous les autres canaux où elle est présente. Vous avez dans tous les cas tous les liens d'accès à ces différentes plateformes sur le Linktree épinglé du compte dans les différentes biographies. Alors n'hésitez pas, ça permet de soutenir notre travail, soutenir le projet en le proposant à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas et qui aimeraient éventuellement parler de l'Inter en français. Il n'y a pas énormément de personnes qui le font, donc c'est toujours sympathique de pouvoir s'ouvrir à de nouveaux horizons. Merci en tout cas de m'avoir accompagné en espérant que cette radio libre vous a plu. On se donne rendez-vous, nous, le mois prochain pour un nouveau numéro de la radio libre. D'ici là, tous derrière Non Nerazzurri, come sempre ragazzi. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, à la prochaine. Ciao ciao.